Bonjour. Le Midi et Demi présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother? Les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne. L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique, pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. Épisode 10. Bar parallèle. C'était une demi-page déchirée d'un numéro du Times d'il y avait 10 ans. Cette page présentait une photo des délégués à une réunion du parti qui se tenait à New York. Au milieu du groupe, on pouvait remarquer Jones, Aronson et Rutherford. On ne pouvait se tromper. D'ailleurs, leurs noms figuraient dans la légende au-dessous de la photo. Le fait était qu'aux 2 procès, les 3 hommes avaient confessé qu'à cette date, ils se trouvaient sur le sol eurasien. La date s'était fixée dans la mémoire de Winston parce qu'il se trouvait que, par hasard, c'était le jour de la Saint-Jean. Mais l'histoire complète devait se retrouver sur d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les confessions étaient des mensonges. Naturellement, cette conclusion n'était pas en elle-même une découverte. Même à cette époque, Winston n'imaginait pas que les gens qui étaient anéantis au cours des épurations avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais ceci était une preuve concrète. Ce document, s'il avait pu être publié et expliqué, aurait suffi pour faire sauter le parti et le réduire en poussière. Hey! What? Are you listening, mobsters? Hey! Ce qui affligeait le plus Winston et lui donnait une sensation de cauchemar, c'est qu'il n'avait jamais clairement compris pourquoi cette colossale imposture était entreprise. Les avantages immédiats tirés de la falsification du passé étaient évidents, mais le mobile final restait mystérieux. Il reprit sa plume et écrivit « Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi ». Il se demanda, comme il l'avait fait plusieurs fois déjà, s'il n'était pas lui-même fou. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à l'unité. À une certaine époque, c'était un signe de folie que de croire aux révolutions de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, la folie était de croire que le passé était immuable. Peut-être était-il le seul à avoir cette croyance. S'il était le seul, il était donc fou. Mais la pensée d'être fou ne le troublait pas beaucoup. L'horreur était qu'il se pouvait qu'il se trompât. Il prit le livre d'histoire élémentaire et regarda le portrait de Big Brother qui en formait le frontispice. Les yeux hypnotiseurs le regardaient dans les yeux. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5. Et il faudrait le croire. Il était inéluctable que tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l'exigeait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie. L'hérésie des hérésies était le sens commun. Et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Après tout, comment pouvons-nous savoir que 2 et 2 font 4 ? Ou que la gravitation exerce une force ? Ou que le passé est immuable ? Si le passé est le monde extérieur,
n'existe que dans l'esprit, et si l'esprit est susceptible de recevoir des directives, alors quoi? Mais non. De lui-même, le courage de Winston se durcit. Le visage d'O'Brien, qu'aucune association d'idées évidentes n'avait évoqué, se présenta à son esprit. Il sut, avec plus de certitude qu'auparavant, qu'O'Brien était du même bord que lui. Il écrivait son journal pour O'Brien, à O'Brien. C'était comme une interminable lettre que personne ne lirait jamais, mais qui, adressée à une personne particulière, prendrait de ce fait sa couleur. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur faiblit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux subtils arguments qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il serait encore moins capable de répondre. Et cependant, il était dans le vrai. Le parti se trompait et lui était dans le vrai. L'évidence, le sens commun, la vérité devaient être défendus. Les truismes sont vrais. Il fallait s'appuyer dessus. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Avec la sensation qu'il s'adressait à O'Brien, et aussi qu'il posait un important axiome, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. » Covid 1984. Feuilleton radiophonique. Il avait pendant plusieurs kilomètres marché sur des pavés. En principe, un membre du parti n'avait pas de loisirs. On tenait pour acquis que lorsqu'il ne travaillait, ne mangeait ou ne dormait pas, il prenait part à quelques distractions collectives. Faire n'importe quoi qui pourrait indiquer un goût pour la solitude, ne fût-ce qu'une promenade, était toujours légèrement dangereux. Mais ce soir-là, quand il était sorti du ministère, le parfum de l'air d'avril l'avait tenté. Le ciel était d'un bleu plus chaud qu'il ne l'avait encore été de l'année. D'un mouvement impulsif, il s'était détourné de l'arrêt de l'autobus et s'était égaré dans des rues inconnues, se préoccupant à peine de la direction qu'il prenait. Le cours des réflexions de Winston fut brusquement interrompu. Il s'arrêta et leva les yeux. Il lui semblait reconnaître l'endroit. Naturellement. Il se trouvait devant le magasin d'antiquités où il avait acheté l'album. Un frisson de peur le traversa. Acheter l'album avait d'abord été un acte suffisamment imprudent. Il s'était juré de ne jamais revenir dans les environs du magasin. Mais sitôt qu'il avait laissé vagabonder sa pensée, ses pieds l'avaient de même ramené là. Avec l'impression qu'il serait moins remarqué à l'intérieur que s'il traînait sur le trottoir, il passa la porte. « Je vous ai reconnu sur le trottoir, » dit-il immédiatement. « Vous êtes le monsieur qui avait acheté l'album de souvenirs de jeune femme. » Il regarda Winston par-dessus ses lunettes. « Désirez-vous quelque chose? Ou voulez-vous seulement jeter un coup d'œil? »« Je suis entré en passant, » répondit vaguement Winston. L'intérieur étroit du magasin était en fait bourré jusqu'à être inconfortable, mais il n'y avait presque rien qui eût la moindre valeur. Seul un fouillis d'objets dépareillés et de morceaux qui se trouvaient dans un coin, sur une petite table, tabatière laquée, broches en agate et autres, pouvait contenir quelque chose d'intéressant. Winston se dirigeait vers la table quand son regard fut attiré par un objet rond et lisse, qui brillait doucement à la lumière de la lampe. Il s'en saisit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Winston fasciné. « C'est du corail » répondit le vieillard. « C'est une superbe chose » dit Winston. « C'est une belle chose » approuva l'autre. « Eh bien, si vous désiriez par hasard l'acheter, il vous coûterait $4. » Winston paya immédiatement les $4 et glissa dans sa poche l'objet convoité. L'apparente inutilité de l'objet le rendait doublement attrayant. Winston, pourtant, devinait qu'il devait avoir été fabriqué pour servir de presse-papier. Le vieillard, après avoir reçu les $4, était devenu beaucoup plus enjoué. « Il y a une autre pièce là-haut qui pourrait vous intéresser.
dit-il. Elle ne contient pas grand-chose, quelques objets seulement. La pièce dans laquelle ils entrèrent ne donnait pas sur la rue. Elle avait vue sur une cour pavée de galets et une forêt de cheminées. Sous la fenêtre, un grand lit sur lequel se trouvait encore un matelas occupait près du quart de la pièce. « Nous avons vécu ici jusqu'à la mort de ma femme, » dit le vieillard en s'excusant à demi. « Je vends le mobilier petit à petit. Voilà un beau lit de mahogany, ou du moins, ce serait un beau lit si on pouvait en enlever les punaises. Mais j'ose dire que vous le trouveriez un peu encombrant. » L'idée traversa l'esprit de Winston qu'il serait probablement très facile de louer la pièce pour quelques dollars par semaine, s'il osait s'y risquer. Mais il s'attarda quelques minutes de plus à parler au vieillard. Il découvrit que le nom de celui-ci n'était pas Weeks, comme on aurait pu le croire d'après l'inscription de la façade du magasin, mais Carrington. Il laissa M. Carrington. Cependant, le projet fou de louer la chambre du premier traversa encore son esprit. Il s'arrêta un instant en haut de l'escalier. De l'autre côté de l'allée, il y avait un petit bistrot sale dont les fenêtres paraissaient couvertes de givre, mais qui était simplement en réalité enduite de poussière. Un très vieil homme, courbé mais actif, dont les moustaches blanches se hérissaient comme celles d'une crevette, poussa la porte tournante et entra. Tandis que Winston le regardait, il lui vint à l'idée que le vieillard, qui devait avoir au moins 80 ans, était déjà un homme mûr au moment de la Révolution. Lui, et quelques autres comme lui, étaient les derniers liens existant actuellement avec le monde capitaliste disparu. Dans le parti lui-même, il ne restait pas beaucoup de gens dont les idées avaient été formées avant la Révolution. Winston se remémora soudain le passage du livre d'histoire qu'il avait copié dans son journal, et une folle impulsion s'empara de lui. Il irait dans le bistrot. Il réussirait à entrer en relation avec le vieillard, puis il le questionnerait. Il pressa le pas pour ne pas se donner le temps d'avoir peur, puis descendit les marches et traversa la rue étroite. C'était une folie, naturellement. Comme d'habitude, il n'y avait pas de règle précise interdisant de parler aux prolétaires et de fréquenter leur café. Mais c'était un acte beaucoup trop inhabituel pour qu'il ne fût pas remarqué. Il poussa la porte, et une horrible odeur caséeuse de bière aigre le frappa au visage. Comme il entrait, le bruit des voix diminua de la moitié environ de son volume. Il sentit derrière lui tous les regards fixés sur sa combinaison bleue. Le vieillard qui l'avait suivi était au bar, où il discutait avec le barman. « Je vous parle assez poliment, pas ?» disait le vieillard en redressant les épaules d'un air batailleur. « Vous dites que vous n'avez pas un verre d'une pinte dans tout votre bon son de bistrot ?»« Nom de nom, qu'est-ce que c'est qu'une pinte ? Entendez-moi ça. Ça s'appelle barman et ça ne sait pas ce que c'est qu'une pinte. Quoi, une pinte ? C'est un demi-quart. Et il y a 4 quarts dans un gallon. La prochaine fois, faudra vous apprendre à la baisser. »« Jamais entendu parler de ça, » répondit brièvement le barman. « Litres et demi-litres, c'est tout ce que nous servons. Voilà les verres sur l'étagère devant vous. »« Je veux une pinte, » persista le vieillard. « Vous pouvez bien me soutirer une pinte. Nous n'avions pas de ces bons sons de litres quand j'étais un jeune homme. »« Quand vous étiez jeune, nous vivions tous au sommet des arbres, » dit le barman avec un coup d'œil aux autres consommateurs. Il y eut un bruyant éclat de rire, et le malaise causé par l'entrée de Winston sembla disparaître. Le visage au poil blanc du vieillard s'était enflammé. Il se détourna en marmonnant et se heurta à Winston qui le prit gentiment par le bras. « Un verre ?» demanda-t-il. « Vous êtes un homme, » dit l'autre en redressant les épaules. Il ne paraissait pas avoir remarqué la combinaison bleue de Winston. « Une pinte » ajouta-t-il agressivement à l'adresse du barman. « Une pinte de Wallop. » La bière était la seule boisson qu'on put obtenir dans les cafés de prolétaires. Les prolétaires n'étaient pas censés boire du gin, mais en pratique, ils pouvaient en obtenir assez facilement. Le groupe qui était au bar s'était mis à parler de billets de loterie. La présence de Winston, pour un moment, était oubliée. Il y avait sous une fenêtre une table de bois blanc, où le vieil homme et lui pouvaient parler sans crainte d'être entendus. C'était extrêmement dangereux, mais, en tout cas, il n'y avait pas de tel écran dans la pièce. Winston s'en était assuré aussitôt entré.
Il aurait pu me tirer une pinte. Grommelait le vieillard en s'installant devant son verre. Vous avez dû voir de grands changements depuis que vous étiez jeune, dit timidement Winston. La bière était meilleure, dit-il finalement, et moins chère. Quand j'étais jeune, la bière blonde, nous l'appelions Wallop. Elle coûtait 4 sous la pinte. C'était avant la guerre, bien sûr. Quelle guerre était-ce ? Demanda Winston. C'est tout des guerres, répondit vaguement le vieillard. Il prit son verre, redressa de nouveau les épaules. À la vôtre. Dans son cou étroit, la pomme d'Adam saillante fit un rapide et surprenant mouvement de va-et-vient, et la bière disparut. Winston alla au bar et revint avec 2 autres demi-litres. Le vieillard parut avoir oublié sa prévention contre l'absorption d'un litre entier. « Vous êtes beaucoup plus vieux que moi, » dit Winston. « Vous deviez être déjà un homme fait quand je suis né. Vous pouvez vous rappeler comment était la vie avant la Révolution. Les gens de mon âge ne connaissent réellement rien de ce temps-là. Nous pouvons seulement nous renseigner en lisant des livres. Mais ce que disent les livres peut ne pas être vrai. » Allô? Allô? Il y a quelqu'un là. Est-ce que... Allô? C'est pas possible. Gilles, tu nous entends? Dana et moi, on se barre. Viens fermer, s'il te plaît, la radio et couper l'émetteur. Gilles est prié de se présenter au studio afin de fermer la porte d'entrée dont je ne possède pas encore le double des clés. Et de couper l'émetteur car je ne sais pas où on le coupe. Ou alors je vais essayer de le faire moi-même avec mes ciseaux et mon marteau. Donc Nicole, Gilles, n'importe qui, si vous entendez, venez. Radio 84. Radio 84. Radio 84. 4. Ça y est, ils ont saisi la radio. Il ne reste plus rien. On doit réémettre demain. Winston avait l'impression qu'il jouait au propos interrompu. Ce que je voudrais réellement savoir est ceci, dit-il. Pensez-vous que vous avez maintenant plus de liberté qu'à cette époque? Est-ce que vous êtes davantage traité comme un être humain? Dans l'ancien temps, les gens riches, les gens qui dirigeaient. Le vieillard eut une réminiscence. La chambre des lords, jeta-t-il. La chambre des lords, si vous voulez. Ce que je vous demande est si ces gens pouvaient vous traiter en inférieur simplement parce qu'ils étaient riches et vous pauvres. Est-ce vrai, par exemple, que vous deviez les appeler Monseigneur et enlever votre casquette quand vous les croisiez? Le vieillard parut réfléchir profondément. Il but environ le quart de sa bière avant de répondre. Ouais. Ils aimaient qu'on les salue. Cela montrait le respect. J'aimais pas ça moi-même. Mais je le faisais assez souvent. Il fallait, comme on pourrait dire. Et est-ce que c'était l'habitude? Je répète seulement ce que j'ai lu dans les livres d'histoire. Est-ce que c'était l'habitude que ces gens et leurs domestiques vous fassent descendre du trottoir dans le caniveau? Un d'eux m'a poussé une fois, dit le vieillard. Je me souviens comme si c'était d'hier. La mémoire du vieil homme n'était qu'un monceau de détails, décombres de sa vie. On pourrait l'interroger toute une journée sans obtenir aucune information réelle. Les histoires du parti pouvaient encore être vraies à leur façon. Elles pouvaient même être complètement vraies. Winston s'adossa à l'appui de la fenêtre. Il était inutile de continuer. Winston resta assis 1 minute ou 2, les yeux fixés sur son verre vide, et remarqua à peine ensuite à quel moment ses pieds le ramenèrent dans la rue. En moins de 20 ans ou plus, réfléchit-il, on aura cessé de pouvoir répondre à cette simple et importante question. La vie était-elle meilleure avant la Révolution qu'à présent? Cependant, oui, pensa-t-il encore, je reviendrai. Pendant 5 secondes peut-être, l'exaltation le rendit inattentif, et il sortit sur le trottoir sans même un coup d'œil préliminaire par la fenêtre. Son cœur se glaça soudain, et il sentit ses entrailles se fondre. Une silhouette revêtue de la combinaison bleue descendait le trottoir à moins de 10 mètres. C'était la fille du commissariat au roman, la fille aux cheveux noirs. La lumière baissait, mais il n'était pas difficile de la reconnaître. Elle le regarda en face, puis continua rapidement, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston se trouva trop paralysé pour se mouvoir. Puis il tourna à droite
et s'en alla lourdement, sans remarquer à ce moment qu'il s'engageait dans une mauvaise direction. De toute façon, une question était réglée. Il ne pouvait plus douter que la fille l'espionnait. Elle devait l'avoir suivi. What is your password? Your password has been accepted. Plug into a stream of real-time data. Cyborg soldier, a techno warrior. Computer, camera, optical display, all connected to the World Wide Web. Personal cybernetic technology, personal cybernetic. Pioneering the computerized lifestyle. The World Wide Web. Passons maintenant au piratage. Hi. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance. Récemment, nous avons appris que nos gouvernements, en travaillant de concert, ont mis en place un système de surveillance de masse à l'échelle planétaire, permettant de voir tout ce que l'on fait. L'auteur britannique du livre de fiction 1984, George Orwell, nous avait prévenu des dangers de ce genre d'informations. Le type de collecte de données présenté dans le livre, via des micros, des caméras et des écrans télé qui nous surveillent, n'est pas comparable à la situation actuelle. Nous avons des détecteurs dans nos poches, qui nous suivent partout où nous allons. Pensez à ce que cela signifie en termes de vie privée pour une personne ordinaire. Un enfant né aujourd'hui grandira sans conception aucune de ce qu'est la vie privée. Il ne saura jamais ce que cela signifie, d'avoir un moment de vie privée, d'avoir une pensée qui n'est ni enregistrée ni analysée. Et c'est un problème, car la vie privée est importante. La vie privée nous permet de déterminer qui nous sommes et qui nous voulons être. And the government that regulates it. Together, we can find a better balance, end mass surveillance. La conversation qui se déroule aujourd'hui déterminera la quantité de confiance que l'on pourra attribuer à la technologie qui nous entoure et le gouvernement qui la régule. Ensemble, nous pouvons trouver un meilleur équilibre, mettre fin à la surveillance de masse et rappeler au gouvernement que s'il veut vraiment savoir comment on se sent, demander est toujours moins cher que d'espionner. À tous les auditeurs, merci. For everyone out there listening, thank you. Edward Snowden. Initiating shutdown sequence. 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 Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. One player. Start game. Interaction mode. Everything is number. All things are number. Everything is number. Well, now you see what you wanna be. Just have your party on TV. Cause the man from Mars won't eat up bars where the TV's on. Now he's gone back up to space, where he won't have a hassle with the human race. And you hip hop, and you don't stop, just blast off, sure shot. Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats. No lo piense mucho, ese plan finito. Se te va la moto. Things that he calls transfinite numbers. Numbers that are bigger Fab Five Freddy told me everybody's fly. DJ spinning, I said, my, Flash is fast, Flash is cool, Francois, c'est pas, Flash ain't no do. And you don't stop,
sure shot. Go out to the parking lot and you get in your car and drive real far and you drive all night and then you see a light and it comes right down and it lands on the ground and out comes a man from Mars and you try to run but he's got a gun and he shoots you dead and he eats your head and then you're in the Man from Mars. You go out at night eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercuries and Subaru, and you don't stop, you keep on eating cars. Then, when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet. Face to face, dance cheek to cheek, one to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the Man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the soul, don't strain your brain, paint a train, you'll be singing in the rain. Said don't stop to punk rock. Mister, I want to show you a secret, okay? I show you a secret way to multiply. A trick. Oh, right. Entre sécurité et liberté, eh bien, les gens ne choisissent plus ou intuitivement, ils ne pensent pas que ces systèmes d'information vont mettre en cause la liberté publique. Et pourquoi n'y a-t-il pas cette prise de conscience? Parce que l'idéologie technique est supérieure aux principes politiques de démocratie. Donc, ou bien une prise de conscience politique, c'est-à-dire qu'on remettra d'un seul coup le culturel et le social devant l'idéologie technique et devant les enjeux économiques qui en sortent, ou bien il faudra des catastrophes. Alors là où j'ai été déçu, c'est que je pensais que la crise financière mondiale, qui n'a pu être possible que parce que nous avons une interconnexion des réseaux et des capacités de vitesse, de traitement de la vitesse énorme, je pensais que là, cette crise économique et surtout financière mondiale serait l'occasion peut-être d'une première réflexion critique, ces systèmes, pourquoi, jusqu'où, sans règles, comment, etc. Pas du tout. On dénonce la spéculation financière, on est peu attentif aux conséquences économiques, hélas encore moins aux conséquences sociales, on essaiera vaguement de réglementer les banques, mais de dire, attendez, il y a quand même à l'origine de tout ça une vitesse de spéculation qui n'est possible que par la performance de ces systèmes, Donc nous avons un progrès considérable des techniques qui fait qu'on peut produire beaucoup plus d'informations, qu'on peut distribuer beaucoup plus rapidement à un beaucoup plus grand nombre de destinataires. Et à partir du moment où il y a eu cette rupture dans les années 50-60 accélérée par les réseaux, information et communication se sont séparées, c'est-à-dire que la fascination a été vers l'information, tout le monde voulant produire, recevoir de l'information, etc. Et la question de la communication a été laissée de côté, pour deux raisons. Un, que c'est toujours très difficile de communiquer. La différence essentielle entre l'information et la communication, c'est que l'information c'est le message, et que la communication c'est la relation, donc l'existence de la relation c'est la question de l'autre, donc l'autre n'est jamais d'accord avec moi, donc on passe son temps dans la relation à ne pas se comprendre, à ne pas être d'accord et à négocier. Donc la communication est toujours plus compliquée que l'information. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'attrait pour la communication à partir des années 60-70 au fur et à mesure que la révolution technique de l'information montait? C'est parce qu'il y a une rencontre incroyable. Les techniques étant de plus en plus performantes, les individus ont cru de bonne foi que plus ils auraient des techniques qui leur permettraient d'échanger plus facilement des messages jusqu'au Twitter d'aujourd'hui, plus naturellement ils communiqueraient mieux. Donc non seulement information et communication se séparent, mais information est valorisée, communication est dévalorisée, les difficultés de la communication humaine sont minimisées, et les prodiges de la communication technique sont renforcés. Quand les 4G arrivent, on dit c'est pas possible, je suis en retard. Et le concept du lapin de Lewis Carroll devient le concept généralisé, on est toujours en retard d'une révolution technique. Je suis en retard. Donc si vous voulez, la question de la communication, c'est la plus grande question de notre vie. Mais moi, c'est pas le réseau social qui m'intéresse, c'est le succès du réseau social, non pas comme performance technique, mais comme demande humaine. Dès lors qu'il y a une abondance d'informations, je suis d'accord qu'il y a un esprit critique qui augmente, ça c'est clair. Même si l'information est tronquée, souvent je disais, quand le général Jaruzelski est arrivé en décembre 83 à la télévision, tout le monde a compris que c'était fini la liberté d'information en Pologne, parce que quand on voit un général en uniforme, on comprend. Donc vous avez raison, mais les informations sans les connaissances pour les traiter, l'échec est là. Moi je dis, je suis d'accord pour l'ordinateur à l'école, mais un ordinateur, un prof, c'est pas le projet mondial, hein? Je regardais une pub pour le nouveau iPhone. Vous accédez à plus de 600 applications. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Si on peut accéder à cette application, il va falloir un de ces quatre qu'on s'occupe du contenu qui se trouve là-dedans. On peut pas dire que plus il y a d'applications, plus c'est démocratique. Parce que c'est ça l'idée aujourd'hui. Vous avez 200 applications, c'est moins démocratique que 800 applications. Il y a quelque chose qui va pas... Non. Internet multiplie par 100 000 la capacité de la révolution individuelle. Mais Internet est très faible sur la question de la réflexion collective. Internet apporte des solutions sur le communautarisme, en rendant plus facile la construction du communautarisme au niveau mondial. Et le génie de toute société, c'est d'être capable quand même, plus ou moins pacifiquement, d'organiser la cohabitation de gens qui se détestent, et qui n'ont rien à se dire. Donc Internet est un progrès immense sur la communication individuelle, immense sur la communication communautaire, mais Internet, d'un point de vue théorique, est plus pauvre que le défi qui est posé par un journal papier généraliste, par une radio généraliste ou une télévision généraliste. Puisque quand vous avez une grille de programme devant vous, vous avez une représentation de la volonté que vous avez de toucher des populations de nature différente. C'est beaucoup plus difficile de faire une grille de programme généraliste que de faire une grille de programme thématique. En gros, pour l'instant. C'est quoi la politique? La politique, c'est réinvention de l'utopie constamment. Donc c'est, ok, quel que soit le passé, je m'en fous, je rêve une autre société. Et la grandeur de la politique, c'est à chaque fois de penser tous les 20 ans qu'on peut réinventer la société. Bien sûr, finalement, une fois que la vie est passée, on sait qu'on n'a pas pu changer la société. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. D'autres gosses de 20 ans renaissent et pensent qu'il faut en changer. Et donc, par conséquent, pour que cette utopie renaisse, il faut qu'il y ait de la terre vierge. Et donc, par conséquent, il ne faut pas que tout soit encombré de signes, de sens et de mémoire. Voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ce droit à la mémoire, c'est la pire des choses parce que, si vous voulez, ça vous empêche la créativité. Finalement, monsieur Volton, vous êtes quand même un technophobe ou un vieux con. On est en 2010. Merci beaucoup. Un peu moins. On parle en effet beaucoup d'éducation aux médias, mais pour moi, il est important de parler de quelque chose de plus fondamental qui est celle de la littératie. C'est un peu l'ABC des aptitudes qu'on peut avoir pour se mouvoir dans un univers numérique, dans un univers d'information, c'est-à-dire comment est-on équipé pour vérifier une information? Quels sont les réflexes que l'on a acquis ou qui peuvent nous être enseignés pour justement avoir un peu d'autonomie là-dedans? Bien souvent, alors les gens qui font de l'éducation aux médias font un très beau travail, je ne néglige pas du tout ce qu'ils font, mais est-ce que ça suffit d'apprendre à faire un journal pour que les élèves comprennent comment ça se fait? C'est une chose, et les chiffres prouvent que ça change la posture justement des jeunes qui apprennent, parce que du coup ils ont un autre regard sur les choses, mais il y a des travaux qui prouvent que c'est pas parce qu'on a suivi ces formations qu'on ne va pas faire une recherche sur Internet qui va valider des croyances que l'on a déjà. Donc en fait, pour moi, c'est surtout la littératie, une façon de développer une pleine conscience de ce qu'on est en train de se mettre dans la tête. Je lis tel journal, j'ai conscience qu'il appartient plutôt à tel bord, ou que ce journaliste, voilà. Et du coup, par la suite, se débrouiller pour pouvoir vérifier par soi-même l'information, pour pouvoir avoir du recul, pour aller confronter avec une opinion différente. Mon rêve, et j'essaie d'y travailler, ça serait de pouvoir créer une dynamique, un mouvement comme Slow Food l'a fait par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, Slow Food s'est lancé en disant il faut défendre une alimentation bonne, propre et juste, où consommateurs et producteurs se retrouvent autour de bons produits et on peut renouer un lien de confiance alors que c'était l'ère de développement McDo à outrance, de la junk food, etc. Et je pense que là, ça fait quelques années qu'on a pris conscience qu'on était soumis à de la fast news, à la junk news, c'est-à-dire à des flux d'informations qu'on ne sait plus regarder ou qu'on consomme sans savoir ce qu'on est en train de se mettre dans la tête ou avec beaucoup de doutes, beaucoup de problèmes de crédibilité. Et donc je pense qu'on a 30 ans devant nous pour essayer de faire ce travail. C'est-à-dire que la profession d'évoluer, de montrer qu'il y a des belles choses qui se font malgré tout et qu'on peut avoir des erreurs, mais l'erreur est humaine, mais que souvent il y a aussi beaucoup de choses des investigations qui en fait en termes d'intérêt général et même de bénéfices pour la société sont prouvés, mais que le public doit aussi reprendre cette main-là. Souvent, le journaliste se dit, moi je dois juste parler de l'actualité, me mettre dans un temps présent. Je pense que le changement de posture doit aussi être de dire, mais dans les temps que nous sommes en train de vivre, le futur est de plus en plus incertain. Si je suis payé pour avoir du temps pour investiguer, alors que l'actualité est partout, peut-être que je peux utiliser ce temps-là pour faire un peu plus de prospective et éclairer les gens sur ce qui peut advenir. Mais c'est une forme d'engagement et d'un pacte de confiance qu'on peut renouer pour dire, je vais essayer de vous éclairer tant que possible sur ce que les experts ou les gens qui réfléchissent à ces sujets disent. Et je pense que c'est une façon d'apporter des réponses aussi, et tout le monde ne peut pas faire ce travail-là. The game of sound. Game over.
Ready to new game of sound. Covid. 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus, la vie de tous les jours. Appendice. Il était rarement possible en novlangue de suivre une pensée non orthodoxe plus loin que la perception qu'elle était non orthodoxe. Au-delà de ce point, les mots n'existaient pas. Il n'y avait pas de mot dans le vocabulaire B qui fût idéologiquement neutre. Un grand nombre d'entre eux étaient des euphémismes. Des mots comme par exemple « joie-camp »,« camp de travaux forcés » ou « mini-pax », « ministère de la paix », c'est-à-dire « ministère de la guerre », signifiaient exactement le contraire de ce qu'ils paraissaient vouloir dire. D'autre part, quelques mots révélaient une franche et méprisante compréhension de la nature réelle de la société océanienne. Par exemple, proléaliment, qui désignait les spectacles stupides et les nouvelles falsifiées que le parti délivrait aux masses. D'autres mots, eux, étaient bivalents et ambigus. Ils sous-entendaient le mot « bien » quand on les appliquait au parti et le mot « mal » quand on les appliquait aux ennemis du parti. On avait, dans la mesure du possible, rassemblé dans le vocabulaire B tous les mots qui avaient ou pouvaient avoir un sens politique quelconque. Les noms des organisations, des groupes de gens, des doctrines, des pays, des institutions, des édifices publics étaient toujours abrégés en une forme familière, c'est-à-dire en un seul mot qui pouvait facilement se prononcer et dans lequel l'étymologie était gardée par un minimum de syllabes. Au ministère de la Vérité, par exemple, le commissariat aux archives, où travaillait Winston, s'appelait Comarche. Le commissariat au roman, Comrom. Le commissariat au téléprogramme, Télécom. Et ainsi de suite. Ces abréviations n'avaient pas seulement pour but d'économiser le temps. Même dans les premières décennies du XXe siècle, les mots et phrases télescopés avaient été l'un des traits caractéristiques de la langue politique, et l'on avait remarqué que, bien qu'universelle, la tendance à employer de telles abréviations était plus marquée dans les organisations et dans les pays totalitaires. Ainsi les mots Gestapo, Comintern, Imprécor, Agitprop. Mais cette habitude, au début, avait été adoptée telle qu'elle se présentait, instinctivement. En novlangue, on l'adoptait dans un dessein conscient. On remarqua qu'en abrégeant ainsi un mot, on restreignait et changeait subtilement sa signification, car on lui enlevait les associations qui, autrement, y étaient attachées. Les mots « communisme international », par exemple, évoquaient une image composite. Universelle fraternité humaine, drapeau rouge, barricade, Karl Marx, Commune de Paris, tandis que le mot « Comintern » suggérait simplement une organisation étroite et un corps de doctrine bien défini. Comintern est un mot qui peut être prononcé presque sans réfléchir, tandis que communisme international est une phrase sur laquelle on est obligé de s'attarder, au moins momentanément. De même, les associations provoquées par un mot comme miniver étaient moins nombreuses et plus faciles à contrôler que celles amenées par ministère de la vérité. Ce résultat a été obtenu non seulement par l'habitude d'abréger chaque fois que possible, mais encore par le soin presque exagéré apporté à rendre les mots aisément prononçables. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Le dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Des mots. Le hasard. Le hasard. Le hasard, c'est au fond ce que on n'a pas encore la possibilité d'éliminer parce qu'on n'est pas arrivé à une maîtrise suffisante du calcul des probabilités. Le dictionnaire. Des mots. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020.
Les actualités. Impact du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifiques. Le 3 avril... Messieurs, nous le savons tous, la France traverse une situation inédite et difficile, et c'est vrai dans le domaine scolaire comme dans tous les domaines. Nous sommes à la fin de la 3e semaine de confinement. Bientôt, si ça continue, donc il va y avoir négociation. Ils arrivent. Mais hélas... Ainsi que le travail scolaire de leurs enfants. Je voudrais les saluer tout particulièrement. Je voudrais saluer aussi les professeurs et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale qui se... Non mais on croit marcher sur la tête, là. Pour réussir à ce que cet enseignement à distance soit réussi. En France, plus de 26 000 personnes hospitalisées aujourd'hui, dont 6 399 dans une situation grave nécessitant des soins importants en réanimation. Le nombre d'entrées en réanimation est à la baisse, très légère mais à la baisse depuis le début de la semaine. Nous sommes à la veille des vacances scolaires pour certaines académies. Linguistes, Toulouse et Montpellier, de Paris, Créteil et Versailles. Le nombre de décès atteint en 24 heures 471, qui porte à 4503 le nombre de morts depuis le début de l'épidémie en France, des victimes auxquelles il faut ajouter désormais 884 morts annoncées du coronavirus dans les EHPAD. C'est le premier chiffre. Nous proposons des activités éducatives et nous avons lancé l'opération Nation apprenante. On n'est pas très loin et son père... Les élèves puissent écouter des émissions, lire des livres, avoir des suggestions d'activités éducatives dans une atmosphère qui doit être une atmosphère d'équilibre entre que l'on a. Comme vous le savez, la situation que nous vivons se caractérise par des certitudes et par des... Le mardi matin. Les incertitudes sont nombreuses, notamment... Tient justement dans le fait de penser jusqu'à l'extrême. La situation sanitaire, bien entendu. Un chiffre à retenir aussi, ce sont ces plus de 12 000 personnes qui ont guéri du coronavirus et qui ont pu quitter l'hôpital ces derniers jours. Comme je l'ai dit, l'un des scénarios possibles est le retour au début du mois de mai. À ce stade, ce n'est qu'une hypothèse. C'est un philosophe. Pour les examens, doit pouvoir tenir compte de l'ensemble des hypothèses de retour à la normale. Même si nous rentrions au début du mois de mai, les élèves auraient été privés d'au minimum 5 semaines normales de cours. Harry Potter. De l'engagement de tous, et notamment des professeurs, pour assurer les cours à distance. Les conditions d'apprentissage ne sont évidemment pas aussi bonnes que s'il n'y avait pas eu cela. C'est particulièrement vrai pour la préparation des élèves dans les classes à examen. Je veux donc de première et de terminale. Emmanuel Macron, on vient tout casser chez toi. Pour faire j'ai envie de dire une sorte d'échappée intérieure, je crois. Il y a 740 000 élèves de terminale, en terminale professionnelle, en terminale technologique. Nous parlons donc de 2 100 000 candidats quand on aurait rencontré certains pendant et du baccalauréat. Pour moi, le critère fondamental depuis le début, c'est ne pas léser les élèves. Le jeune Aristote ou avec... C'est par la bienveillance de tous envers tous. Et donc ne pas léser les élèves, c'est leur garantir que oui, il y a la passation d'un baccalauréat en 2020. Je veux donc leur adresser un message d'encouragement à travailler. Alors, c'est là qu'on voit c'est vraiment sa force. Et les encourager pour leur futur. Parce que le travail qu'ils font en ce moment même et ensuite... De nouveau dans mes bras. Donc premièrement, ne pas léser les élèves. Deuxièmement, garantir la qualité et l'équité du diplôme du baccalauréat. On arrête de tuer des femmes. Et sur le site de la Comédie. Je veux qu'on supprime les frontières. Et pour limiter la propagation du virus. Prolonge ce voyage On te souhaite t'en trouver un qui t'amène où tu veux. À plus. Plutôt possible. De manière inédite, tous les élèves de collège auront donc cours jusqu'au 4 juillet. Alors c'est vrai que les appels justement au 17 pour dénoncer le non-respect du confinement se multiplient. Les vacances doivent être l'occasion de regarder beaucoup les livres et des centres d'activité, d'écouter des émissions, d'écouter de la musique. Brad Pitt. C'est une épreuve commune de contrôle continu. Mon grand-père est décédé du coronavirus. Et là, je comprends pas parce que moi, quand mon grand-père est décédé, je faisais pas vraiment la fête. J'étais plutôt triste. À minuit, j'ai dû appeler la police parce que la musique continuait. Et ce matin, 6h30, ça a continué. Donc j'ai dû rappeler la police à 7h30 du matin. La motivation des élèves pendant la période de confinement est un point important, même si nous tenons compte aussi des difficultés de tous. Et que, encore actuellement, et j'en profite pour lancer un appel général,
à l'ensemble de la société française sur le fait d'aller chercher les élèves que nous n'avons pas encore pu atteindre au travers de l'enseignement à distance. C'est vrai de 5 à 8% de nos élèves, et c'est parfois plus prononcé dans certains domaines, comme par exemple pour les CAP. Est-ce qu'il va y avoir, à la lumière de cette crise, une remise en cause de notre modèle de société tel qu'on le conçoit aujourd'hui ? C'est une simple question de temps. Niveau et garantir la justice sociale. Je vous remercie. Voilà donc pour les annonces du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Restez chez vous. Coupé. C'était Covid. 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid. 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid. 1984. Réalisé par le ministère de l'amour.